Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sentiment que l'on connaît tous. Ce truc un peu magique qui transforme 4 murs en un endroit qui est vraiment à nous. C'est parti. On a tous en tête cette différence, n'est-ce pas, entre une simple maison et un vrai foyer. Mais qu'est-ce qui crée ce sentiment d'appartenance au fond? Est-ce que c'est juste une question de paperasse, d'avoir les clés en poche, ou est-ce que ça va chercher beaucoup plus loin? C'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que, en réalité, le lien qu'on tisse avec les espaces, ça dépasse largement le cadre légal ou le simple fait d'y être. C'est avant tout une connexion émotionnelle, une connexion psychologique qui se construit petit à petit. Et justement, les chercheurs ont mis un mot sur cette expérience très personnelle, très intime. Ce mot, c'est l'appropriation. Alors, voyons un peu ce qui se cache derrière ce terme. Alors, l'appropriation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avant tout un processus. C'est quelque chose d'actif. C'est le fait d'adapter un lieu, de le modeler pour qu'il nous ressemble, pour qu'il réponde à nos besoins. Et en faisant ça, on le transforme en une sorte d'extension de nous-mêmes, un support pour exprimer qui l'on est. Et là, il est crucial de bien faire la différence entre la propriété légale et l'appropriation. D'un côté, la propriété, c'est une transaction, un acte notarié, un bout de papier. De l'autre, l'appropriation, c'est un processus vivant, continu. Ça ne dépend pas d'un titre, mais d'une intervention personnelle, sensible, qui va créer une possession morale, affective. C'est pour ça qu'on peut tout à fait être locataire et se sentir 1000 fois plus chez soi que quelqu'un qui est propriétaire, mais qui se sent comme un étranger dans sa propre maison. Et attention, cette idée ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre toute sa richesse, il faut remonter un peu à ses origines philosophiques. C'est là qu'on découvre une idée fascinante. En agissant sur notre monde, c'est nous-mêmes que nous construisons. En fait, ce concept d'appropriation, il est très lié à l'anthropologie d'un certain Karl Marx. Pour lui, le travail, ce n'est pas juste un moyen de gagner sa vie. Non, c'est l'activité fondamentale par laquelle l'être humain se réalise, prend conscience de ce dont il est capable. Décortiquons un peu ce processus. D'abord, on agit sur notre environnement. De cette action naît quelque chose d'extérieur à nous, puis, et c'est là le point clé, on intériorise le savoir-faire, les compétences qu'on a développées en faisant ça. Et c'est cette intériorisation qui nous change, qui forge notre identité. Autrement dit, en façonnant le monde, on se façonne soi-même. Et ce processus de façonnage, il ne s'arrête pas à la porte de notre maison. Il prend une toute autre dimension, une dimension collective, voire politique, quand on l'applique à la ville. Là, l'appropriation de l'espace devient un véritable enjeu de société. Au cœur de l'espace urbain, il y a une tension permanente. D'un côté, on a ce que le sociologue Henri Lefebvre a appelé le « droit à la ville », cette revendication des habitants à participer, à modeler leur environnement. Et de l'autre, on a ce que Paul-Henri Chambard-Delauve nomme la désappropriation. C'est ce sentiment d'être dépossédé, l'impression que la ville nous échappe, qu'elle est contrôlée par d'autres. C'est une lutte constante pour trouver sa place. Bon, après cette parenthèse sur la ville, revenons à une échelle plus intime, une échelle qui nous parle à tous, notre logement. C'est vraiment là que le concept d'appropriation devient le plus concret, le plus quotidien. Il suffit de penser à des gestes tout simples qu'on fait tous les jours, parfois sans même y prêter attention, ranger, décorer, bouger un meuble. Eh bien, chacun de ces gestes, même le plus anodin, est un acte d'appropriation. C'est notre façon de laisser notre empreinte, de personnaliser un espace pour qu'il nous appartienne vraiment. Et il y a cette citation qui résume ça à la perfection. S'approprier son logement, ce n'est pas un petit plus, une conséquence secondaire du fait d'habiter quelque part. Non, c'est le cœur même de l'expérience d'habiter. C'est une véritable aventure. Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'action, de modification, de transformation. Mais attention, il est important de comprendre qu'il y a une autre façon de s'approprier un lieu, une manière plus discrète. C'est ce que le philosophe Pierre Sansotte appelle le consentement intérieur. C'est une forme d'appropriation qui ne passe pas par l'action, mais par l'acceptation. Il s'agit de trouver du sens, de se sentir à l'abri, en accueillant un lieu tel qu'il est, en appréciant ses potentiels, sans forcément chercher à le changer. C'est une connexion plus contemplative en quelque sorte. Alors pour boucler la boucle, quel est le lien ultime entre l'appropriation d'un espace et notre propre identité? C'est la question finale. Comment ces lieux qu'on habite finissent-ils par nous habiter, nous, en retour? Une maison qu'on s'est vraiment appropriée, elle devient en quelque sorte une archive vivante de nous-mêmes. Elle garde les traces de notre passage, de nos souvenirs, de nos actions. Elle devient le témoin matériel de notre histoire, de notre continuité dans le temps. Ce lien est tellement fort que les psychologues lui ont même donné un nom. Ça s'appelle l'identité de lieu. C'est cette part de nous-mêmes, de notre identité, qui est directement construite par les endroits qui ont compté dans notre vie. Nos lieux de vie ne sont pas de simples décors, ils sont une partie intégrante de qui nous sommes. Et pour certaines personnes, ce processus est tellement central, tellement fondamental, que l'appropriation de leur chez-soi peut devenir le grand projet de toute une vie, l'œuvre principale de leur existence.
Alors pour finir, voilà une question à méditer. La maison d'enfance, le premier appartement, un lieu de travail, peut-être même un parc public. Quels sont les espaces qui ont façonné qui l'on est, ceux qui détiennent une partie de notre histoire ?